l'objectif, c'est de vous montrer que, donc on parle de gestion d'incidents, il y a aussi des gens qui vont traiter, il y a aussi des organismes ou des entités qui vont les traiter. Et l'un des points, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose tout seul. On est forcé de travailler en coopération avec d'autres entités, coopération nécessitant bien entendu un petit peu de coordination et surtout des échanges. Donc, d'abord, vous expliquer un petit peu le cheminement qui a été le nôtre. Nous, on est parti de la veille. Donc, on a commencé à faire de la veille en 96. À l'époque, je me souviens, une grande banque française m'avait demandé de venir chez eux pour leur parler, une fois tous les trimestres, d'Internet, des problèmes qu'il y avait sur Internet. Bon, en 96, y aller une fois par trimestre, ça suffisait. Et puis, on s'est rendu compte très vite que, bien entendu, compte tenu des incidents, des différentes vulnérabilités que l'on rencontrait sur Internet, eh bien, la fréquence de trimestrielle ne tenait pas la route. Donc, au fur et à mesure, je dirais, suite à des demandes de nos clients, eh bien, on a été amené à faire de la veille de façon mensuelle, puis quotidienne pour des alertes, et puis évoluer en fonction des besoins, sachant que aussi en termes d'incidents et d'alertes, on parle beaucoup de Twitter aujourd'hui pour tout un tas de raisons. Je dirais même au sein de certains clients, finalement, ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir non pas quelque chose de fouillé, de très poussé, mais d'avoir l'information presque sous forme d'un tweet. Donc, savoir qu'il se passe quelque chose, ça va leur permettre de réagir. En 2003 à peu près, là on est rentré un peu plus dans le vif du sujet avec un incident assez grave chez un grand opérateur français qui nous a amené à entrer en contact de plein pied avec un des premiers CERT qui avait été créé en France, donc pour ne pas le nommer le CERT IST, avec lequel on a commencé à travailler. Le problème était relativement simple, c'est que nous, à notre niveau, on avait trouvé une partie de l'origine du problème. En revanche, de l'origine de l'incident, on avait trouvé l'information en Australie, parce que les Australiens avaient déjà eu le même type d'incident. La seule chose, c'est que les Australiens, on ne savait pas vraiment comment les contacter. On savait que c'était le CERT australien, mais on n'avait pas forcément de point d'entrée. Et l'un des avantages du CERT IST, c'est qu'il faisait partie du réseau des intercerts, comme ça a été évoqué juste précédemment, et qu'avec, grâce à eux, on a pu traiter et échanger de façon très rapide avec les Australiens. Et là, ça a été un peu le premier élément qui nous a fait penser que finalement, travailler encore plus en équipe et puis à l'international, ça permettait de réagir beaucoup plus rapidement. Donc on a continué comme ça à établir des relations, et donc je dirais la partie inter-CERT française à l'époque, il y avait le CERT IST, il y avait le CERT A, et puis il y avait le CERT Préinter pour l'éducation, c'était à peu près les seuls CERT qui existaient à l'époque. Et puis au fur et à mesure, on le verra tout à l'heure, il y en a beaucoup plus qui existent maintenant, puisqu'il y en a à peu près 9 ou 10. Et puis on a continué la démarche en rejoignant non pas le FIRST, mais la TFC-CIRT, qui est une organisation qui regroupe les entités de type CERT en Europe. Donc d'abord un premier niveau de être listé, et puis maintenant on est accrédité. Alors, peut-être que tout à l'heure, David Bisol, la Société Générale, en parlera. Nous, on a fait plutôt le choix de la TFC-CIRT, alors que d'autres ont fait le choix du FIRST. C'est une question de taille. Éventuellement, on pourra en discuter tout à l'heure. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les informations, on peut les avoir de différentes façons. En revanche, il est très important de diversifier ces sources d'informations. Et autour des CERT et de toute l'organisation, je dirais, relativement officielle qui existe, faut pas oublier qu'il y a tout un tas d'autres communautés de sécurité qui existent, qui sont parfois très actives, parfois très ciblées, mais par lesquelles on peut avoir beaucoup d'informations, on peut échanger beaucoup. Donc aussi bien récupérer de l'information en cas d'incident, mais aussi pousser de l'information en cas d'incident pour savoir si d'autres ont déjà rencontré le problème, lorsque c'est quelque chose de frais, ou simplement voir un petit peu l'expérience qui a été retrouvée dans d'autres pays. Alors, si on essaie de formaliser rapidement un petit peu ce que c'est qu'un CERT, normalement, un CERT, si j'en crois le document du CERT-CC américain qui est publié sur leur site, c'est tout ça. Donc vous avez des services réactifs, vous avez des services proactifs et vous avez des services de qualité. Donc on va parler globalement d'attaques, de vulnérabilité, de traitement des incidents. On va parler d'annonces en matière de vulnérabilité, de développement de logiciels spécialisés pour analyser, pour faire du traitement. Je dirais qu'il y a tout un tas d'outils, tout un tas d'activités que l'on va rencontrer dans un CERT qui font que on n'est pas simplement là pour faire du traitement de l'incident, on est aussi là pour construire quelque chose et je dirais travailler de façon propre, et ça peut aller jusqu'à la partie, je dirais, de sensibilisation. Alors, dans notre cas, qui est un cas un peu particulier par rapport à d'autres CERT, Devoteam, en fait, une société de services qui travaille dans le domaine de la sécurité.
Donc en gros, au sein du CERT, il y a des choses qu'on fait nous directement en tant qu'entité CERT, et puis il y a des choses que l'on fait de façon annexe avec certains de nos collègues. Donc en gros, lorsqu'on a un problème très spécifique sur un aspect technique ou alors sur un type d'activité comme du forensic par exemple, eh bien on va faire appel à nos auditeurs ou à nos spécialistes de forensic pour venir travailler en équipe. Donc en gros, nous, notre vision, c'est qu'on est un noyau qui n'est pas forcément très important. Par contre, on a des relais et on a des intermédiaires sur lesquels on peut s'appuyer. Et donc cette notion d'équipe, c'est pour moi très important. Et ça nécessite d'une part d'avoir les bons interlocuteurs, mais aussi d'établir des modes de communication et des modes d'échange. Donc ça, c'est une coopération, je dirais, purement interne. On va voir que ça peut aussi s'étendre avec d'autres pays ou d'autres CERT. Quelques petits mots de vocabulaire. Bon, on parle beaucoup de CERT. Moi, mon vocabulaire, c'est plutôt de parler de CCIRT. Alors, pour vous expliquer un petit peu la différence entre le CERT et le CCIRT, que j'ai mis les définitions en dessous, finalement, ce que je dirais, c'est que le CERT, c'est au CCIRT ce que le frigidaire est au réfrigérateur. Okay. Donc, le frigidaire, tout le monde parle de vrai frigidaire, un frigo, bon, même que certains parlent d'un routeur. Non, on ne parle pas de routeur, on parle de Cisco, c'est pareil. Ben non, je dirais le vrai terme, normalement, ça serait plutôt CCIRT. Un CERT, c'est en fait une marque déposée, et donc toute entité qui veut s'appeler CERT quelque chose, eh bien, doit faire la demande auprès du CERT américain. Ce qui est le cas, je dirais, au moins des CERT de français dont on a parlé jusqu'à présent et qui parleront tout à l'heure. C'est une démarche officielle. Ceci dit, on va prendre le frigo habituel, hein, on va tous parler de CERT, mais vous verrez que dans mes slides, moi, je préfère utiliser la terminologie de ces CERT. Alors, j'ai parlé déjà en quelques mots sur le slide précédent de tout ce qui était proactivité, tout ce qui était réactivité, tout ce qui est traitement des incidents. Il y a deux autres mots que je voudrais rajouter, c'est le mot de confiance et le mot d'éthique. On n'est pas des cow-boys, hein, on est pour qui traitent des incidents, on n'est pas non plus, je dirais, des autorités de police judiciaire qui ont droit d'investigation sur tout n'importe quoi, donc il y a des cadres dans lesquels on doit travailler. De même, en termes d'échange entre entités et CCIRT, entre entités CERT, il faut forcément qu'il y ait un certain niveau de confiance. Ça, cette notion de confiance, eh ben, elle se construit. Il faut que vous-même vous apportiez une certaine confiance, vous montriez que dans le traitement des incidents, par exemple, vous êtes capable de travailler correctement, d'apporter quelque chose, et bien entendu, vous attendez la même chose de vos interlocuteurs. Donc cette notion de confiance est très importante. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, je dirais un peu l'espèce de standard qui détermine quelles sont les activités d'un CERT, et y compris en termes de gestion d'incidents, bah, c'est la RFC 2350, que normalement vous trouvez sur tout bon site de CERT qui explique un petit peu ces activités. Deuxième point à mentionner, c'est le fait qu'on a une communication et un périmètre aussi bien en interne qu'en externe. Ça, c'est très important parce que l'approche n'est pas du tout la même. Parfois, avoir une visibilité en externe, ça veut dire que vis-à-vis des clients, qui peut être le grand public, vis-à-vis des autres, vous serez le point d'entrée. En interne, vous pourrez être vu au contraire comme un espèce de fédérateur ou comme un offreur de services centraux vis-à-vis d'entités qui seront réparties, disséminées dans différents pays. Donc vous avez deux approches différentes. Et je dirais le traitement des incidents s'en ressentira aussi. Dans un cas, on aura une vision de partage vis-à-vis de l'extérieur et de traitement pour aider. Dans l'autre cas, ça sera des problèmes purement internes qu'on devra régler avec éventuellement des remontées un petit peu plus haut. Donc voilà pour la partie mots-clés. En termes de principes, je dirais, là je m'inspire très largement du Science Institute, et on en parle, enfin je pense que David vous en parlera tout à l'heure aussi. Je dirais les quatre grands principes en termes de traitement d'un événement, c'est d'abord être capable d'avoir les moyens de le traiter, donc de s'être préparé en avance. Bien entendu, ce n'est pas lorsque l'incident survient qu'on va réagir. On va réagir non pas en fonction de chaque sensibilité des opérateurs, des exploitants, des administrateurs, c'est plutôt en fonction de procédures qui ont été définies auparavant. Ça, c'est un point qui est quand même assez fondamental. Deuxièmement, c'est la partie de détection, d'analyse et d'identification. Il se passe quelque chose, on va essayer de voir de façon plus détaillée, est-ce que c'est vraiment un incident ou est-ce que c'est simplement une suite d'événements plus ou moins corrélés ou pas. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième point, lorsqu'on a vraiment mis en évidence qu'il s'agissait réellement d'un incident, eh bien, c'est être capable de limiter les dégâts, et essayer de contenir les effets, essayer de le résoudre, et puis restaurer les environnements dans un état normal. Et puis le dernier aspect, qui sera, on peut appeler ça de la médecine légale, du forensic ou autre, ça sera éventuellement investigué de façon plus ou moins approfondie, et puis surtout avoir la boucle de contre-réaction, être capable de suivre et surtout de remonter les incidents et les vulnérabilités en évidence, voir ce qu'il faut faire pour corriger. Dans toutes ces étapes, il faut être capable de communiquer, aussi bien en interne qu'en externe. Donc ces aspects de communication, il faut le faire à bon escient. Typiquement, il faut que ça soit organisé.
Ce n'est pas n'importe quel technicien aussi ou n'importe quel gourou membre d'un CERT peut-être très important qui va forcément communiquer aux journalistes ou qui va communiquer à la presse. Non, dans une organisation de 19 non, chacun a son travail, chacun doit effectuer son activité. Donc typiquement, le traitement d'un incident doit se voir à différents niveaux. Et c'est justement ce que j'explique juste après, dans le cadre de la constitution d'un CSIRT, c'est voir quels sont tous les éléments, toutes les briques dont on a besoin pour traiter ces incidents. C'est des aspects organisationnels, bien entendu, c'est l'aspect juridique, c'est des aspects de procédure, des aspects humains, de traitement humain, des aspects bien entendu techniques, et puis de communication, comme je vous le disais, en interne, en externe, et puis vis-à-vis éventuellement des éditeurs ou des fournisseurs de services auxquels vous avez acheté des serveurs, des logiciels qui ont peut-être eu des vulnérabilités ou qui ont été contournés. Donc tout ça, ce sont différents niveaux d'échange et de communication qui doivent être mis en place. En gros, c'est ça pour moi le fin mot de l'histoire, c'est qu'on n'est pas tout seul du tout, on fait partie d'un tout, et donc il faut forcément avoir ces aspects de communication et de participation à des réseaux d'échange. En termes de typologie, et pour savoir finalement à quel type de CSIRT est-ce que on va s'adresser, je dirais, moi je positionne 4 critères, et en fonction de ça, on va savoir ce qu'on pourra faire. D'abord, en haut à droite, vous avez les aspects le rôle. Est-ce que votre CSIRT, votre CERT, pour le traitement des incidents, il aura un rôle plutôt fonctionnel, plutôt opérationnel, ou alors un rôle mixte, ce qui est aussi possible. En termes de positionnement, est-ce qu'on sera le cercle central? Est-ce qu'on sera un CERT local? Est-ce qu'on sera un petit peu entre les deux? Est-ce qu'on aura un rôle transverse, un périmètre qui sera très large? Ou au contraire, est-ce qu'on sera très focalisé sur une technologie ou sur un point particulier? Il est clair que, on va le voir avec le périmètre et l'orientation, interne-externe, mais aussi, finalement, quelle est la vocation de l'entité pour le traitement des incidents. Est-ce que c'est une vocation, encore une fois, qui est liée à des fonctions, je dirais, de type étatique gouvernemental, par exemple CERT A en France, dont le périmètre, c'est finalement toutes les administrations au sens large du terme, et qui a une vocation un petit peu de représenter la France auprès de certaines instances, mais qui va avoir qui, entre guillemets, je dirais, ne s'intéressera pas forcément à la petite PME ou à monsieur tout le monde qui a sa connexion à DSL et qui peut avoir éventuellement un incident ou remonter un problème. Ça, c'est le premier aspect. Lorsque vous parlez de CERT qui sont orientés certes constructeurs, donc vous pensez aux grands éditeurs d'équipements, de logiciels dans le monde de l'informatique, eh bien leur approche est totalement différente. Ils sont, je dirais, concentrés sur leurs produits, ils ont peut-être des choses à côté, mais eux, leur objectif principal, c'est de traiter les incidents de sécurité qui concernent leurs propres produits. Éventuellement, ce sont des bons points d'entrée lorsque vous voulez faire remonter des incidents sur une technologie qui a été compromise ou sur un environnement qui a eu un problème de sécurité d'intrusion, voire, je dirais, des problèmes au niveau de la conception même des produits. Donc voilà un petit peu les différents critères, différentes typologies de ces CSIRT que l'on peut rencontrer. Si on essaie de voir un petit peu comment est-ce que tout ça s'imbrique, donc c'est un petit peu le schéma central de la présentation, c'est-à-dire finalement, au central, on va avoir un CSIRT, et puis ce que vous aurez à gauche de votre écran, c'est la partie interne, et à droite, la partie externe. Donc en interne, vous allez avoir tout un tas d'acteurs sécurité, éventuellement des CSIRT locaux, qui vont être en contact avec la DSI, qui va gérer votre informatique, avec les gens qui vont traiter la gestion de crise au sens large du terme, pas simplement informatique pure, tous les gens qui sont en charge des risques opérationnels, des plans de continuité, des plans de reprise d'activité, tout ça, ce sont des gens qui doivent faire partie de votre réseau avec lesquels vous devez communiquer. Le déclenchement d'un plan de crise, peut-être que ce sera vous en tant qu'entité CERT c'est peut-être de chez vous que ça va partir, parce que vous aurez une remontée, parce que vous aurez eu une information comme quoi un incident s'est produit. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faudra forcément les contacter, et c'est avec eux qu'il faudra travailler dans un deuxième temps. Même chose concernant les métiers. On parle d'incidents de sécurité technique la plupart du temps, mais derrière, ce n'est pas la technique qui compte, c'est le métier, l'impact pour le métier. Voir ce qui est tolérable ou pas en termes de dégradation de service. Donc comment finalement aussi est-ce qu'on va pouvoir redescendre pour voir d'un peu plus bas quels sont les incidents qu'il y a eu, quelle est l'origine, la nature. Et puis je dirais sur la partie droite, je dirais là c'est plutôt la notion les trois partenaires, je dirais c'est les partenaires technologiques, donc ça peut être comme je disais tout à l'heure les éditeurs, les fournisseurs, qui sont eux-mêmes en relation directe avec les gens de la DSI, bien entendu, les CSIRT n'ont pas la primauté des relations. Ça peut être aussi communiquer avec d'autres CSIRT, vos pairs,
Donc ça peut être des CSIRT ou des CERT qui seront français, européens, situés dans le monde, n'importe où. Donc ça, c'est cette notion de cercle de confiance. Et puis, il y a les autorités de police, les autorités judiciaires, avec lesquelles aussi, dans certains cas, il faut communiquer, il faut échanger et il faut partager. Donc c'est aussi là des choses qui sont des échanges qui sont bidirectionnels. Donc d'un côté, le point focal, c'est que finalement ce CSIRT, ça doit être une entité qui a une vision globale de tout ce qui peut se produire, de tout ce qui peut se passer au niveau de l'entité et qui va au moins orienter les traitements qui seront faits. Donc, en termes de coopération et d'échange, en interne, ça paraît relativement évident. En termes de communautés, quelles sont-elles? Eh bien, il y en a de différentes natures. Il peut y avoir des communautés métiers, ça peut être des communautés nationales, continentales, internationales, des communautés d'intérêt ou des communautés de confiance, tout simplement, sur des thématiques bien particulières. Ce que je dirais, c'est que très souvent, il y a une notion de parrainage. Rentrer dans un cercle de CERT, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de dire qu'on est beau, compétent, intelligent, etc. Généralement, il faut montrer patte blanche. Et cette patte blanche, c'est la notion de parrainage. On appelle le système de vetting en anglais. Et puis, il faut aussi formaliser les moyens et la façon dont on va échanger les informations. Donc pour ça, il y a deux choses qui peuvent être intéressantes de noter. La première, en termes de formalisation des règles d'échange, c'est tout ce qui sera la colorisation des informations, pour savoir si ce sont des informations qui sont publiques, privées, très confidentielles ou pas. Donc vous avez deux protocoles qui existent. Un protocole au sens protocole d'échange, pas protocole technique bien entendu, ce qu'on appelle le Traffic Light Protocol, qui est initialement démarré par l'ISSC en Grande-Bretagne et qui depuis a été repris entre autres par la TFC-CIRT en Europe. Et puis le deuxième aspect, c'est le CVRF, le Common Vulnerability Reporting Framework, donc c'est la RFC 5070, qui définit aussi un certain nombre de thèmes très pertinents en termes de traitement et de reporting en matière de vulnérabilité et bien entendu d'incidents derrière. Donc voilà un peu les deux éléments qui peuvent être pertinents. En termes de contexte, je dirais pour reprendre très rapidement ce qui a été présenté juste avant moi, il y a l'aspect SIEM technique, il y a les équipes, donc les SOC, les Security Operations Center, et puis l'aspect procédural. Et puis, à côté de ça, vous allez aussi avoir des remontées sporadiques, inopinées, non sollicitées, peut-être d'utilisateurs, peut-être d'autres entités de type CERT qui vont vous avertir que, ils ont vu que chez vous, il y avait un problème, ils ont vu qu'à tel endroit, sur tel de vos produits, sur tel de vos clients, de votre contexte, eh bien, il y a un souci. Donc, le cas le plus classique, je dirais, sur lequel je travaille beaucoup, c'est le phishing, le filoutage, où là, vous avez aussi bien des entités qui vont vous remonter officiellement des cas de phishing, mais aussi des utilisateurs ou des clients qui vont vous appeler en vous disant, voilà, on a reçu un mail bizarre de vous qui nous aide à échanger notre mot de passe sur tel compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est normal? Et ce n'est pas que les banques, bien entendu. Aujourd'hui, le phishing, c'est les opérateurs, c'est les compagnies aériennes, c'est des sites de jeux, il y a plein de choses, Facebook, Twitter, etc. Dernier point en termes de contexte, vis-à-vis de l'externe, c'est la notion de guichet unique en entrée. Il faut absolument que vous soyez capable de présenter la façon et le point d'entrée vers lequel les gens doivent se diriger pour vous remonter un incident. Donc cette notion de guichet unique, c'est un petit peu comme les urgences à l'hôpital. Vous avez plein de gens qui vont arriver, qui vont affluer. Il y aura des gens normaux qui auront un gros problème. Il y aura les hypocondriaques. C'est pas bien grave, c'est peut-être plus dans la tête que physiquement qu'il y a un problème. Est-ce qu'il faut pour autant le négliger? Bon. Et puis il y a aussi des gens qui sont anxieux, et puis des gens qui débarquent complètement. Il m'est souvent arrivé de contacter des sociétés ou même des associations en leur disant, voilà, on s'est rendu compte que sur votre site, il y avait quand même des gros problèmes. Vous aviez un Joomla qui a été installé, on va dire au siècle dernier, avec une version antédiluvienne qui n'a toujours pas été mise à jour. Donc votre système, il était vulnérable, il a été compromis de façon très large. Donc ça serait bien que vous fassiez quelque chose. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas du tout. C'est mon informaticien qui avait installé ça à l'époque. Et puis aujourd'hui, je suis bien embêté. Est-ce que vous pouvez m'aider? Le rôle d'un CERT n'est pas forcément d'aider tout le monde. Après, je dirais, il y en a qui sont effectivement qui prennent des décisions, il y en a d'autres qui ferment directement leur site. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de cible, vous avez vraiment un petit peu de tout en matière
sociétés qui peuvent être compromises. Et je dirais aussi bien, vous allez avoir des associations, des sites qui sont hébergés chez des grands hébergeurs qui ne font pas attention à leurs environnements, que des sites gouvernementaux de tel ou tel pays, ou des sites bancaires qui sont eux-mêmes compromis, qui vont eux-mêmes héberger des sites de phishing. Donc on trouve de tout. Le point important, encore une fois, c'est qu'on soit capable de renvoyer l'information à la bonne personne. Donc aussi bien que vous présentiez un guichet unique, ça c'est le côté je suis une entreprise et j'ai besoin de finalement remonter, de présenter un point normal. Et puis deuxièmement, en termes techniques, c'est être capable de faire du triage. Donc comme je disais aux urgences, de faire le traitement de l'urgence en fonction du contexte. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau français, européen, j'irai aujourd'hui en France, vous avez 9 CSIRT qui sont référencés. Donc bien entendu, comme je disais tout à l'heure, les 3 premiers, c'était le CERT-IST, le CERTA et le CERT Renater. Je dirais il y a une espèce d'autorité morale de l'ANSSI autour de tout cela. Le deuxième aspect, au niveau européen, vous avez la TFC-CIRT, qui regroupe aujourd'hui 150 sociétés qui sont listées, c'est-à-dire le premier niveau. Donc ce sont des gens qui font partie enfin plutôt ce sont des organisations de ces CIRT, qui sont connus, qui sont référencés, qui sont des bons points d'entrée. Vous avez aussi bien des entreprises, des hébergeurs, des éditeurs, vous avez un petit peu de tout. Puis bien entendu des organisations nationales. Et puis vous avez la moitié parmi ceux-là, donc en gros on est à peu près 225 aujourd'hui, qui sont accrédités. Donc là, c'est un niveau de, je dirais, non pas de certification, mais un niveau d'agrément un peu plus élevé, où là, c'est être capable de montrer que non seulement on est compétent en sécurité, mais en plus, on a vraiment des procédures qui existent, qui sont mises en œuvre, et ce qui, je dirais, a pour objectif de vous rassurer dans le traitement, dans le sérieux du traitement des incidents. Donc non seulement on sait traiter, mais en plus, on le fait proprement et selon des procédures. Et puis au niveau international, vous avez le FIRST, donc là qui regroupe aujourd'hui à peu près 240 membres, où là c'est une organisation mondiale, plutôt de très grosses entités, ou d'entités qui ont une vocation ou une visée mondiale. Dernier point qu'on peut mentionner, parce que je dirais c'est presque tout récent, parce que ça a à peine une semaine, c'est le CERT-CT. Donc l'objectif, ça a été annoncé par la communauté européenne et puis repris par l'ENISA, c'est de créer un espèce de CERT-EU ou de EU-CERT, de CERT européen, dont la vocation serait de traiter les incidents de sécurité pour les institutions européennes. Bon, je dirais que jusqu'à présent, l'ENISA avait un certain rôle, et là, ils sont en train de prendre un rôle de plus en plus important et de plus en plus fédérateur. On parle beaucoup de cyberattaques, je ne vais pas vous faire le discours habituel, mais je dirais qu'il y a une prise de conscience réelle et je dirais les choses avancent dans le bon sens. À côté de ça, en termes de contexte national et international, je dirais qu'il y a beaucoup d'autres groupes de travail qui sont plus ou moins fermés, qui existent et qu'il ne faut pas négliger. La partie officielle, c'est bien, mais les échanges, comme je disais tout à l'heure, avec d'autres entités, des personnes qui traitent ou des groupes qui traitent de certaines thématiques, vous permet aussi d'avoir aussi pas mal d'informations et de pouvoir échanger. Dernière chose, je dirais les procédures, les organisations, c'est bien. On se rend compte quand même que dans pas mal de cas, ça repose sur des individus qui sont plus ou moins moteurs. Donc, à côté de ça, avoir un CERT, avoir un CSIRT, il faut forcément que vous fassiez preuve de dynamisme et que finalement, lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, il faut y aller. Donc, ça repose aussi beaucoup sur les personnes et pas simplement que sur le cadre fédérateur. Alors pour vous montrer un petit peu, vous avez le schéma ici, donc c'est le schéma que vous trouvez sur le site de l'ENISA, qui regroupe et qui présente sous forme d'une carte qui devient de plus en plus difficile à lire parce qu'il y a de plus en plus de monde, mais qui regroupe toutes les entités CSIRT européennes qui sont à minima accréditées au niveau CSIRT, plus d'autres qui sont au niveau étatique. Donc l'objectif, c'est effectivement que vous puissiez savoir, lorsque vous savez que vous avez un incident qui provient d'un pays, que vous ayez un point de contact quelque part. Donc avoir au moins une espèce d'annuaire qui vous dise qui contacter. Ce ne sera pas forcément le bon interlocuteur, mais par rebond, on arrivera à joindre quelqu'un qui sera capable de vous aider dans le traitement de votre incident. Pour finir, ce que je voulais, c'était présenter quelques exemples de coopération et d'échange. Donc, le premier, c'était le blocage de fournisseurs d'accès Internet que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc avec les échanges, les premiers échanges que j'ai eu avec le CERT-IST. Je dirais depuis cette coopération, elle continue parce que je dirais les échanges inter-CERT en France, c'est pas un vain mot, ça existe vraiment et c'est très utile. Le deuxième aspect, ça c'est des cas sur lesquels je travaille beaucoup, c'est le cas du phishing ou du filoutage. Et le problème est relativement simple, c'est voilà, vous
vous détectez un site ou vous récupérez un mail par différentes façons avec dedans du contenu frauduleux, malveillant, on va prendre le cas d'un cas de phishing par exemple, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez voir sur le site et puis si vous trouvez une backdoor et vous l'utilisez et puis vous effacez tout à la cow-boy? Ça, vous pouvez toujours essayer de le faire dans certains pays où la législation est très souple, mais je ne vous le conseille pas. Deuxième aspect, c'est essayer de collecter de l'information et puis de remonter à la victime potentielle que sur tel endroit, sur tel site, à tel endroit dans tel pays, il y a un problème. C'est généralement ce que je fais. Et puis à l'inverse, c'est lorsque on reçoit des alertes concernant des sites français ou des hébergeurs français qui hébergent des serveurs sur lesquels il y a eu de la compromission et qui hébergent même des sites de phishing. Et là, dans ce cas, c'est prendre contact avec les hébergeurs pour leur expliquer le problème qu'il y a, pour qu'ils fassent ce qu'on appelle un shutdown, donc un arrêt de la page compromise ou du serveur compromis. Donc en gros, ce rôle-là, c'est à la fois d'avertir, mais c'est aussi de jouer le rôle de relais soi-même vis-à-vis des représentants français ou des victimes françaises qui sont concernées. Donc ça, c'est les deux aspects. Donc en tant qu'entreprise, est-ce que vous pouvez être amené à rencontrer ce genre de cas ou à être confronté à ce genre de problématique? Moi, je dirais oui. Et là, a priori, les services qui sont fournis par différents cercles, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, mais ce qui est clair, c'est que lorsque vous avez un problème dans un pays que vous ne connaissez pas, où vous n'avez pas de point d'accès, passer par un relais de type CERT, c'est quand même assez pratique. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir à l'esprit. Le troisième point, c'est les aspects d'analyse forensique. Donc c'est effectivement la médecine légale, je dirais. Je pense que tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui, mais enfin pour faire simple, on va dire les experts Las Vegas, les experts Miami, RIS, c'est la même chose au niveau des postes de travail. Donc ça c'est du classique. Mais ça fait partie aussi des activités qu'un CERT peut avoir. Et donc je dirais c'est aussi bien collecter de l'information que faire de l'investigation pour savoir finalement quelle est l'origine de l'incident et comment est-ce qu'il faut traiter cette origine. À qui est-ce qu'il faut la faire remonter. Et puis dernière chose, c'est la création d'un CSIRT transverse. Alors les CSIRT transverses, c'est quelque chose qui est pas toujours très, très simple à faire, mais c'est facile à expliquer. Les CSIRT transverses, je dirais aujourd'hui, il y en a deux ou trois. Il y en a un qui concerne les aspects DNS. Donc c'est l'ICANN qui gère le CERT DNS. Vous allez donc prochainement avoir le CERT européen, facile. Et puis vous avez un qui concerne les grids, les smart grids, donc vous connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas dans le domaine des grids. Et puis on a un autre sur lequel moi je travaille depuis maintenant quasiment 9 mois. C'est un CERT concernant le cloud. Donc le cloud computing, tout le monde en parle, tout le monde en fait, c'est super, c'est génial. Par contre, au niveau de la sécurité, bien entendu, c'est intégré, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il y a un incident, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'un des groupes de travail dont je fais partie, c'est justement de construire ce nouveau CERT transverse avec des contributions qui seront dans différents pays et puis des contributeurs qui sont de différentes cultures. Et puis on se pose des problèmes très simples, c'est finalement un incident dans un cloud, qu'est-ce que c'est? D'abord le cloud c'est quoi? Où est localisée ma donnée? Où est localisé mon traitement? Qui va se rendre compte qu'il y a un incident dans un cloud? Si vous avez un problème qui sont liés à des données ou qui sont liés à des traitements, ou simplement qu'un fournisseur, un prestataire de cloud voit passer du trafic illicite, comment est-ce qu'il fait pour le remonter? À qui est-ce qu'il le fait remonter? Donc c'est un petit peu ce genre de problématique auquel on réfléchit et on est en train d'avancer très bien puisqu'on devrait, je dirais, communiquer de façon plus large d'ici 3 à 6 mois avec sans doute des opérations qui commenceront un petit peu avant. Donc typiquement, il faut se dire que sur des nouvelles technologies, parce qu'on peut considérer que le cloud, même si les technologies de base ne sont pas forcément très récentes, mais je dirais le nouveau modèle économique, eh bien là, il y a aussi des gens qui travaillent dessus et sachez que sur un exemple de cloud par exemple, il y a des choses qui vont apparaître, sachant encore une fois que l'objectif n'est pas... Enfin, là l'objectif est même un peu plus compliqué, c'est que vous allez avoir au sein de ce CERT des gens qui ont peut-être des intérêts commerciaux totalement opposés. Avoir des fournisseurs comme Google, Amazon, Microsoft au sein d'un même groupe de travail, des gens qui vont effectivement travailler ensemble, d'un point de vue commercial, ils se tapent dessus, d'un point de vue technique, ils vont travailler en coopération sur les incidents, et donc forcément, d'une façon ou d'une autre, ouvrir un petit peu de leur secret de fabrication et de l'organisation de leur architecture, et ben c'est pas évident
à y arriver. Par contre, je dirais, lorsqu'on met de bonne volonté et qu'on définit clairement le cadre d'échange, la nature des informations, etc., et typiquement le protocole d'échange d'informations dont je vous parlais, c'est typiquement un des piliers sur lesquels on travaille et que moi j'ai mis en avant parce que ça marchait au niveau de la TFC-CIRT. Donc c'est aussi récupérer un petit peu de la compétence et de l'expérience à droite à gauche pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Pour finir, en conclusion, je dirais que la préparation est absolument indispensable en amont quand on cherche à traiter correctement des incidents. Donc encore une fois, ce n'est pas un CERT qui va régler tous vos problèmes. Effectivement, vous avez 6000 PC qui sont en panne, comme on disait tout à l'heure, oui. Par contre, ce qu'il faut, c'est arriver à les traiter proprement, à traiter proprement votre incident. Deuxième aspect, c'est la gouvernance du cadre d'intervention et des échanges d'informations liés aux incidents. Savoir aussi que le positionnement des CSIRT en interne et en externe peut amener un certain nombre de limitations. Souvent, le CSIRT est vu comme étant les urgentistes. Par contre, dès que ça devient sérieux, eh bien, ça passe dans les mains d'autres experts, d'experts métiers, et puis on ne sait pas finalement ce qui va se passer. Donc, parfois, ça peut générer un certain nombre de frustrations. On ne sait pas finalement sur quoi débouchent les incidents, le traitement des incidents. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Et puis, je dirais, pour terminer, le besoin de l'activité de ces CSIRT, ça nécessite absolument d'avoir une communication la plus large possible et donc d'avoir plusieurs types de profils. Pour conclure, puisque ce matin, je dirais, vous aviez quelque chose d'important, vous aviez le bac de philosophie, je terminerai ma présentation par cette question. Le CSIRT, est-ce que c'est une belle façade pour le traitement d'incidents ou est-ce que ça a une réelle utilité? Bon, thèse, synthèse, antithèse, tout ce que vous voulez. Bon, moi, clairement, ma position, j'ai eu une très mauvaise note en philo au bac, donc ça ne me gêne pas. Je dirais oui, ça peut très bien être une belle façade vis-à-vis de l'extérieur, et c'est très bien que ce soit une belle façade, ça permet aux gens de vous contacter. Réelle utilité, je dirais oui aussi. Parce qu'on est vraiment capable de traiter de façon coordonnée et de façon propre différents incidents de sécurité. Donc n'hésitez pas soit à vouloir monter une activité de ce type-là en interne pour vos besoins propres, dès que vous avez une entreprise qui est un petit peu conséquente, ou même de contacter des CSIRT lorsque vous avez des problèmes qui sont à l'étranger par exemple, ou même dans certains cas purement en France, qui voulaient agir plus fort sur des hébergeurs qui sont un petit peu difficiles de faire bouger, ou lorsque vous avez des incidents qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus importants. Voilà. Je vous remercie.